d'argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, affrontements et manifestations sur les droits des trans à Montréal et Ottawa aujourd'hui. Triple épidémie de virus respiratoire qui pourrait survenir cet automne, prévient la santé publique. L'actrice Béatrice Picard transportée à l'hôpital dans la limousine de fonction d'une ministre parce que l'ambulance prend trop de temps à arriver. Et le gouvernement indien met en garde ses ressortissants au Canada sur fond de crise politique entre les deux pays. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'était attendu et très tôt ce matin, ça a déjà commencé à faire des flamèches, ces manifestations et contre-manifestations, là, on peut appeler ça comme ça, qui se déroulaient depuis ce matin à la fois dans les villes de Toronto, d'Ottawa et de Montréal, où on avait des manifestants qui étaient d'un côté contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école pour les jeunes et de l'autre côté, des gens qui sont pour et qui sont pour le droit des trans en général, qui se sont affrontés évidemment dans une joute verbale, mais qui a failli tourner beaucoup plus au vinaigre, Mario. La présence policière importante qui se trouvait sur place. C'était globalement pas très chic, là, je te dirais. On a entendu des extraits d'ailleurs captés par nos collègues de TVA Nouvelles où on avait des manifestants et contre-manifestants qui s'insultaient là, littéralement, des manifestants avec des chandails, par exemple, des classiques de la droite et de l'extrême droite au Canada, là, des fuck Trudeau, je vais le dire dans son ensemble, qui avait des... Mais le slogan principal, c'était « Laisser les enfants tranquilles ». C'était ça le slogan, je dirais, dominant. Qui est pas nouveau, d'ailleurs, laisser les enfants tranquilles. Ce qui est d'ailleurs spécial, c'est qu'on a des manifestants et des contre-manifestants qui, chacun de leur côté, disent être pour le droit des enfants, là. Ils ont essentiellement la même rengaine, mais pour des raisons complètement différentes. Et avaient les affiches les affiches habituelles, des drapeaux de la fierté LGBTQ2+, d'un côté. De l'autre côté, les fameux drapeaux, beaucoup qu'on avait vus, par exemple, pendant les manifestations à Ottawa, des camionneurs, du soi-disant combat pour la liberté. Il y avait un mélange de ça, mais il y avait aussi du militantisme religieux, beaucoup, là. Oui. Que ce soit chrétien, musulman, on voyait... C'était comme... Écoute, c'était comme des nouvelles coalitions étonnantes là, qui s'étaient formées entre les partisans de Maxime Bernier et des militants religieux. Il y avait... Oui, puis c'était très émotif. Comme à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, ça devient rapidement émotif. Tu l'as dit, à Ottawa, il y a deux politiciens qui ont été présents là, parmi les élus, par exemple, là, sur place, qui se sont dénotés. Maxime Bernier, bien évidemment, qui se trouvait... Dans un camp, et de l'autre, diamétralement opposé, Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui se trouvait, lui, bien évidemment, pour le droit d'enseigner l'identité de genre à l'école, et donc qui ont été chacun de leur côté de la manifestation. À Ottawa, de la manière dont on s'était fait, c'était de chaque côté de la rue Wellington. Donc, on avait d'un côté des manifestants, d'un autre côté des contre-manifestants, puis en plein centre, la police. Présence policière importante. C'était pas la même chose à Montréal. Mais il y a beaucoup de questionnements. Je pense que du côté des... la manifestation était organisée par des groupes religieux. Pour une partie, je pense que c'est des groupes même là, qui organisent les manifestations annuelles contre l'avortement, là, qui étaient derrière ça. Mais... D'abord, on n'avance à rien. Je veux dire, on s'entend que c'est pas une journée où on a progressé. Là. C'est pas une journée où on a avancé. Je pense qu'il y a des questions. Les parents se posent des questions légitimes. Parce qu'on dit, est-ce qu'on doit enseigner l'identité de genre? Mais encore là, est-ce qu'on enseigne aux jeunes la tolérance, la différence? Dans le groupe, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui ont une dysphorie de genre, vont changer de sexe, on leur explique ce que c'est que les transgenres. Parce que du côté woke extrême, on veut enseigner que ça n'existe plus des hommes, des femmes. Là. C'est des faux concepts, c'est fluide. Oui, dans les extrêmes encore. Et ça, je suis convaincu que les parents disent « Wow, un instant, c'est pas ça qu'on veut. » Oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que les parents... Je pense qu'ils ont encore des forums pour s'exprimer. C'est pas comme si... on les réduisait au silence, puis ils sont complètement censurés. Que le gouvernement venait de voter une loi spéciale la nuit passée pour dire on enlève tous les droits, puis on change ce qui se passe dans les écoles. Il y a une tendance, il y a un mouvement qui est là, il y a des questions qui se posent, les gens peuvent encore s'en parler. Alors, la manifestation apparaît complètement exagérée. La réaction semble... La manifestation semble réagir comme si... c'est comme si quelque chose est en train, là, d'un ouragan est en train de frapper les écoles en 24 heures. Oui, puis c'est ça. C'est l'émotivité du sujet. Là. Dès qu'on a quelque chose qui touche à la base, Mario, les enfants,
c'est certain que les gens vont être dans l'émotion. Il y avait d'ailleurs des enfants, là, d'un côté comme de l'autre, là, qui tenaient des pancartes, qui se sont fait amener dans ces manifestations-là. Malaise immense des deux côtés d'amener des enfants là, puis de les faire parler, puis de dire ce qu'ils veulent, alors que les enfants, on sait pas s'ils veulent vraiment ça. Voilà, alors qu'on se revendique justement là, du droit des enfants d'un côté comme de l'autre. On revendique d'un côté comme de l'autre le droit des enfants à une vie paisible, puis on les amène dans une manifestation, le monde se crie par la tête comme des fous. Oui, puis des insultes. Il y a des altercations qui ont été filmées. Là, un homme, par exemple, qui avait un drapeau de la fierté, une femme qui portait le voile, là, qui s'engueulait là, copieusement, des insultes à la fois à connotation là, complètement homophobe aussi, qui ont été filmées d'un côté. Bref, c'était une journée difficile, puis quand tu as ce niveau d'émotivité-là, c'est pas facile après ça d'avoir une joute verbale qui est constructive, comme ça vient de le dire. Non, je pense pas qu'on a avancé grand-chose aujourd'hui. Effectivement. Puis comme c'est souvent le cas, mais ça revient beaucoup, ce thème-là, puis c'est pourquoi on peut apercevoir aussi, encore une fois, je ne veux pas dédouaner l'extrême des mouvements woke ou à gauche, où justement on veut déconstruire entièrement le genre, mais de l'autre côté du spectre, beaucoup de gens associent à des théories du complot, Mario. Chaque fois qu'ils se retrouvent dans ces manifestations-là, constamment, parce que le thème central des grandes théories complotistes. Maintenant, c'est quoi? C'est autour de QAnon, puis c'est les enfants. C'est toujours, on veut s'en prendre aux enfants, on veut brainwasher les enfants, on veut même kidnapper des enfants, on veut autoriser de la pédophilie, on a des élites pédosatanistes qui se cachent dans l'ombre, qui veulent justement faire du mal aux enfants. C'est une thématique qui revient constamment, et c'est même, pour être dans certains de ces groupes-là, quelque chose qui revient constamment, là, des images, de l'iconographie, en disant, regardez, il y a juste nous qui peuvent se tenir là pour protéger nos enfants des maniaques qui veulent s'en prendre à eux, ce qui explique des réactions épidermiques comme on en a vu aujourd'hui. Espérons qu'on n'en aura pas trop souvent. Espérons qu'on n'aura pas trop souvent non plus que de la prochaine nouvelle qui nous est apportée par la santé publique aujourd'hui, Mario, particulièrement du docteur Nicolas Brousseau, là, qui est le médecin en santé publique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui lui nous met en garde. Là. On a beau avoir la COVID derrière nous, avec l'automne qui s'approche, on pourrait avoir une triple épidémie de virus respiratoires en ce moment. La COVID-19, bien sûr, la grippe et le virus respiratoire syncytial. Là, ce virus... Il y en avait eu beaucoup l'année passée, là, chez les enfants, entre autres. Chez les enfants, entre autres, c'était beaucoup. Mais ce qu'on dit, c'est que dans les dernières années, justement, là, avec les mesures de protection qu'on a prises pour être capable, justement, de ne pas attraper la COVID, de ne pas attraper d'autres virus respiratoires, que c'était des virus, la grippe, entre autres l'influenza de type A, H1N1, qu'on en voyait presque pas, ou beaucoup moins. Là, ce qu'on dit, si on observe, entre autres, l'Australie. Pourquoi on observe l'Australie? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'eux ont leur saison hivernale complètement à l'inverse de la nôtre. Là. Eux, la saison de l'hiver, ça se déroule pendant qu'on est en été. Eux, c'est le printemps, là. Eux, c'est comme le printemps, exactement. Ils sont en train de sortir l'hiver en ce moment, puis leur saison hivernale a commencé un peu plus tôt que prévu pour eux. Et ça a été vraiment là, l'élément de référence. Puis à chaque année, ça l'est un peu pour la santé publique du Québec. On observe ce qui se passe là-bas, puis ce qui risque de se passer ici de facto. Puis on a vraiment vu là, des prévalences comme ça de ce triple cocktail de virus. Ici, là, dans le dernier mois, là, il y en a de la COVID, là. Pas un peu, là. Écoute, moi, autour de moi, ça a passé partout. Au bureau, j'ai entendu parler. Il n'y a pas une journée, là, qu'on n'entend pas quelqu'un qui a eu la COVID, puis... Oui, puis qui l'attrape dans toutes sortes de milieux aussi. Là, c'est pas concentré à un endroit. Dans les estimations les plus récentes, parce qu'on se comprendra, Mario, on a beaucoup moins de données sur la COVID réelle. C'est dur de se faire tester. C'est rendu compliqué. Il n'y a plus de tests d'inpharmacie. Les gens ont des vieux tests. Souvent, ça sort négatif. Moi, j'ai une couple de cas. Les gens, c'est sorti négatif. Quand ils ont réussi à se retrouver des nouveaux tests, finalement, c'était positif. C'est que les tests étaient vieux, ils ne marchaient plus. Ouais. Puis après ça, ce que les gens qui, après ça, constatent qu'ils ont la COVID, Mario, vont sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec pour s'inscrire en disant oui, j'ai eu la COVID. Pas sûr. Fait que les estimations, quand même, la première semaine de septembre, on parle entre 127 et 204 000 cas de COVID-19 quand même là, sur le territoire québécois. Donc oui, ça a circulé beaucoup. Et là, quand on regarde l'Australie, c'est 71% des admissions en centre hospitalier pour des cas d'influenza qui concernent des enfants de moins de 16 ans. Donc on a encore une fois cette espèce de crainte que ça vienne vraiment frapper fort, là, surtout aussi du côté du virus respiratoire syncytial. Heureusement, il y a un nouveau vaccin, encore une fois, approuvé par Santé Canada contre la COVID-19, protège contre les derniers sous-variants qui sont arrivés jusqu'ici. Campagne de vaccination contre la grippe aussi qui va débuter au mois d'octobre. Mais quand même, sans avoir à se cacher chez nous puis à se terrer pour le reste de l'année. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, tout ça, Mario, là, ces virus, ce triple virus qui vont être là au Québec cet été. Actualité.
Tout savoir en 24 minutes. Une histoire un peu folle, Mario, que tu as entre autres apporté à ton émission à LCN ce matin, qui concerne l'aîné chouchou du Québec. Je pense que je suis pas trop prudent en disant ça. Béatrice Picard, l'actrice de 94 ans, qui, samedi dernier, a dû se rendre à l'hôpital. Elle a été victime d'un malaise, mais c'est surtout les circonstances autour de tout ça qui sont assez étranges. Merci. Aujourd'hui... Elle était au Salon des aînés à Saint-Jérôme. Oui, puis on vous rassure tout de suite, Béatrice Picard elle-même maintenant va mieux. Elle m'a donné une entrevue ce matin de grande bonne humeur. Oui, de grande bonne humeur, elle va mieux, mais samedi dernier, elle se trouve au Salon des aînés de Saint-Jérôme. Elle est sur place et il y a entre autres le docteur François Marquis, très connu, qui est sur place lui aussi. Et elle se rend compte, elle dit qu'elle va pas bien. Elle dit, je pense que ça va pas, victime justement d'un malaise. Et elle se dit, bon, faudrait peut-être que j'aille à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme, puis dans la région, attendre l'ambulance, Mario, c'est long. Là, ils appellent. Et t'as dans la place la ministre responsable des aînés, ministre déléguée à la santé qui est présente. Sonia Bélanger. Et là, devant elle, on appelle l'ambulance, puis il n'y a pas d'ambulance. Peut-être dans 1h30. 1h et demie, c'est effectivement la fourchette qu'on a donnée. Mais imaginez tout le monde... Le scénario, le malaise. Le scénario. Devant la ministre déléguée à la santé, ministre des aînés. Elle a l'aînée, une des plus connues au Québec. Et devant elle, elle fait un malaise. Puis on n'est pas capable d'avoir une ambulance, ce qui fait que c'est directement dans la voiture de fonction de la ministre, ce qu'on appelle souvent la limousine. Qui n'est pas une limousine. C'est une fourgonnette, entendons-nous, mais qui est quand même la voiture de fonction de la ministre qui a été utilisée pour la conduire, Mme Picard, jusqu'à l'hôpital. Et semble-t-il qu'on a quand même... On a brassé, on a rouspété, un terme poli qui est utilisé du côté de Mme Bélanger, à l'hôpital de Saint-Jérôme, comme quoi c'est inacceptable d'avoir des délais comme ça pour une ambulance. Maintenant, comme je le disais, Mme Picard, c'est inacceptable, mais c'est inacceptable. C'est elle qui est c'est pas elle la ministre de la Santé, elle est ministre déléguée, l'adjointe est Christian Dubé, mais quand même, on est comme un peu content. Bon, mais là, elle a constaté tout ce qui marche pas dans notre système de santé. Là, elle l'a eu d'en face, dans un malaise devant tout le monde. Mais quel meilleur exemple que ça, justement. Ah, quel symbole. Puis je pense que c'est vraiment l'exemple d'une histoire de tout est bien qui finit bien. Parce que de la part de la ministre, c'est sûr que c'est une belle courtoisie, offrir sa limousine, conduire Mme Picard à l'hôpital. C'est probablement ce qu'il fallait faire dans les circonstances, aller au plus vite possible. Puis Mme Picard, le lendemain, est revenue en bonne forme. Tout est bien qui finit bien. C'est plus le symbole de dire ça marche pas dans le système de santé. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas fort dans le système de santé. Puis il y a des moments comme ça où les membres du gouvernement le reçoivent en pleine face, leur reçoivent le message d'une façon assez évidente. Puis pour Mme Picard, elle allait bien. Encore des projets sur le feu en 94 ans, qui reste toujours son désir. Elle dit qu'il n'est pas question de prendre sa retraite. Non, elle a veut. Par contre, elle a dit qu'au Salon des aînés, si elle a eu le malaise, elle pense qu'elle a exagéré. Elle a travaillé beaucoup, elle a été longtemps debout. Elle travaille trop. Surmenage, elle travaille trop. Elle travaille trop. Mais... Puis son projet, ça reste, Mario, encore une fois, de jouer encore à 100 ans. Pas en fauteuil roulant, elle le dit. Pas en fauteuil roulant. On lui souhaite. On a appris hier que le projet de l'Auto-Québec de salon de jeu tout près du Centre Bell passait à la trappe finalement après les derniers avis de la Direction nationale de la santé publique du Québec qui, eux, avaient imposé, semble-t-il, c'est ce qu'on apprend maintenant aujourd'hui là, dans leur avis qui est rendu public, de sévères conditions pour que le salon de jeu aille de l'avant du côté de l'Auto-Québec. Là. Il y avait une voie de passage. On comprendra que ça n'a pas été un refus catégorique du côté de la santé publique, mais que les conditions étaient quand même trop élevées pour l'Auto-Québec pour qu'on décide de le faire. Ces conditions-là, c'était une réduction substantielle du nombre des appareils électroniques de jeu qui étaient prévus sur place. On voulait en installer 350 au départ, donc on voulait réduire ce chiffre-là. On ne dit pas exactement combien, mais de manière substantielle, on peut comprendre que c'est beaucoup. On voulait aussi retirer tous les appareils de loterie vidéo dans un rayon de 2,3 km autour du salon de jeu, en retirer 350 de plus sur le territoire montréalais dans un délai de 2 ans, puis on voulait faire une absence complète et totale de publicité, de promotion ou de programme de fidélisation à ces jeux de hasard et d'argent qu'il y aurait eu dans le salon de jeu sur place. On aurait aussi imposé qu'un groupe d'experts soit mandaté d'évaluer le projet sur ses 5 premières années de vie et aurait même eu le droit de vie ou de mort complètement au bout de 5 ans. Là. Si le projet était... Mais juste ça, c'est assez pour pas le faire. Tu peux pas donner à des tierces personnes un droit de... Personne n'ouvrirait un commerce
en donnant un droit de vie ou de mort à des tierces personnes sur son projet. Voilà, même une organisation publique. T'ouvres une boulangerie, puis quelqu'un va décider dans 5 ans si t'as le droit de l'opérer ou pas. Là. Oui, puis on comprendra que ça a été trop, finalement, pour l'Auto-Québec qui ont décidé de couper le projet. Je comprends bien pour la santé publique, puis je comprends les problèmes de jeu. La seule affaire, c'est que, à mon avis, si on demandait à la santé publique ce qu'ils pensent du casino, de ce qui existe déjà, on fermerait tout, là. Oui. Puis on reviendrait à ce que c'était, moi je l'ai connu là, dans les années 70-80, quand le monde se faisait des... Tu sais, le jeu, là, c'était du monde qui se faisait des parties de poker dans les sous-sols. Illicite, caché. Puis des machines illégales. Là. Il y avait dans les dépanneurs, dans les bars, tout ça, des machines à sous. Mais des machines à sous. Des machines à jeu, des machines vidéo poker, mais qu'on disait gratuites. Ouais. Tu comprends? C'était juste des points, c'était pas de l'argent. Mais je veux dire, il fallait que t'avais un deal avec le barman, puis il te vendait tes dents, puis là, il te donnait... Tout était en dessous de la table. Puis c'est le crime organisé qui gardait l'argent. Bien évidemment. Fait que c'est là que... Parce que moi, je trouvais pas que c'était débile là, d'avoir sur les lieux d'un amphithéâtre de hockey, tu sais, puis déjà, c'était dans le Centre Bell. Bon, ben, des chances que tu as payé au prix qu'ils vendent des billets, là, t'as moyen peut-être de jouer. Tu peux peut-être rembourser ton billet, puis peut-être même t'acheter de la bière avec tes gains, Mario, ouais, 15-20 $. Mais enfin, puis je comprends les problèmes de jeu, puis je comprends bien, moi, tu sais, si j'avais été la santé publique, c'est certain qu'il y a une condition que j'aurais mis, c'est OK, vous faites un salon de jeu dans le Centre Bell, vous allez enlever des machines dans Hochelaga Maisonneuve, vous allez enlever des machines dans des petites places, là. Qui particulièrement... C'est une offre de jeu qui vise des personnes les plus vulnérables. Oui, absolument. Mais tu sais que chez l'Auto-Québec, c'est quelque chose qu'ils disent jamais publiquement, mais il y a beaucoup de petits bars, de petites places, de petits restaurants où ils disent, ben là, si on enlève les machines, on ferme, là. Oui. C'est des gens qui parce que un bar de quartier souvent survit grâce aux machines. J'ai pas de les loterie. chiffres à jour, mais quand j'étais en politique, donc ça commence à faire longtemps, 15 ans, on disait une machine, un chiffron, là, une machine, c'est 30 000 $. Fait que quand on te donne 5 machines, c'est 150 000 $. Mais 150 000 $ là, qui restent au restaurateur ou qui restent au propriétaire du petit bar. Là. Ouais. Donc ça, là, c'est faut parce que quand tu vends de la bière, tu as tes dépenses. D'abord, la bière, tu t'avais, mettons, 6 $, mais tu l'as payé. Tu payes ton employé. Alors ça, c'est, comme on dit, pour le commerçant, c'est du clair, là, de l'argent qui te reste. Ouais, puis garanti ou presque. Là. Ah oui, garanti ou presque. Donc moi, on me disait, il y en a essentiellement, leur bar, là, ils font kiff-kiff. Ils font pas l'argent avec. Le profit qui leur permet de vivre, il vient des machines. Ouais. Pour le reste, là, ils opèrent, tu sais. Une fois qu'ils ont payé leur loyer puis leur taxe à la Ville de Montréal, qu'ils ont tout payé, là, ils balancent à zéro. Ils font pas de profit. Ouais. Fait que si tu leur enlèves leur machine, mais ça vaut pas la peine ils vont fermer. Ils t'opéreront pas pour zéro profit. Ben, puis je peux te le dire, Mario, témoignage terrain modeste que je vais utiliser, mais bon, quand même, je suis moi-même dans Hochelaga Maisonneuve, puis je peux te dire qu'il y a des bars où tu rentres, là, des bars de quartier, puis c'est pas mal ça. Les machines à sous, il y a du monde assis, pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a des gens assis tout le temps. Tu y vas n'importe quand dans les heures d'ouverture. Le reste va être désert. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que c'est bon socialement? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que ça permet au bar qui est là de survivre comme établissement dans le contexte économique actuel? Je trouve que c'est une offre de jeu. Si on parle de problèmes sociaux, c'est une offre de jeu beaucoup plus inquiétante qu'au casino ou dans un salon de jeu ou dans un lieu qui est plus fermé, plus contrôlé. Oui, tout comme le Centre Bell et comme tu l'as dit, où il y a des gens qui ont peut-être plus les moyens, justement, d'aller gambler. Tout savoir en 24 minutes. Choc à l'Assemblée nationale face au redécoupage de la carte électorale en ce moment. Des députés à la fois des oppositions, particulièrement des oppositions péquistes, mais également du gouvernement de la CAQ lui-même, qui sont pas très heureux là, de voir donc certaines circonscriptions changer. Parce que, comme le dit, puis quand je parle d'opposition péquiste, on parle de Pascal Bérubé, le député qui, lui, explique qu'il va tomber avec l'espèce de fusion qu'il y aurait entre sa circonscription de Matane-Matapédia puis la MRC de la Haute-Gaspésie, qui viendrait la rejoindre, montrait à au-dessus de 50 municipalités, ce qui serait dans le plus haut taux au Québec, d'un côté, mais représenterait un territoire, Mario, tout comme certains autres maintenant, qui serait excessivement vaste, là, la manière dont on recoupe tout ça. Puis tu le fais, le travail de député, puis de député sur le terrain, ça en fait du territoire à couvrir. Là. Mais tu sais, moi, je trouvais ça grand, mais mettons, d'un bout à l'autre de mon comté, si j'allais du plus loin au plus loin, la diagonale la plus loin, je pouvais faire, mettons, 1h20 de route. Ouais. Là, en Gaspésie, tu parles de députés qui vont pouvoir faire... facilement
avec la nouvelle carte, plus de 4 heures. Oui, puis ça devient difficile. Non, très mais difficile, ça devient impossible. Ça devient là. quasiment impossible. Oui, de représenter toutes ces personnes-là. Donc, en ce moment, il y a plusieurs options qui sont étudiées. Là. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui ont lancé l'idée d'augmenter le nombre de députés, par exemple, dans la province. Ce à quoi François Legault, qui est à New York, s'est fait poser une question et a répondu que c'était pas prévu pour l'instant. Je pense pas que ce serait plus populaire. Je pense que les gens sont sensibles à la représentation de la Gaspésie, mais dans l'état des finances publiques, la sensibilité des gens à des nouvelles dépenses du genre... Avec les nouveaux salaires des députés augmentés. Avec les nouveaux salaires des députés, oui, tu rajoutes ça dans le décor. Demain matin, tu fais un référendum à savoir ce que les gens sont d'accord pour augmenter le nombre de députés. Je pense que ça va passer difficilement, là. Économie. Après un maintien du côté de la Banque centrale du Canada, c'est au tour de la Fed américaine, elle, de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel. Par contre, ils ont prévu des hausses supplémentaires d'ici la fin de 2023. Là. C'est ce qu'ils ont déjà annoncé clairement. Donc, le taux directeur reste dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %. Et donc, quand même, c'est le taux qui demeure le plus élevé depuis 2001. C'est des taux qui sont très hauts pour la Fed. Mais bon, on dit qu'on risque de devoir continuer à augmenter. Une autre fois. Parce que l'économie est plus forte qu'anticipée, Mario, on disait. Oui, puis l'inflation se maintient. Mais au Canada aussi, là, les chiffres sur l'inflation. Moi, je te dirais, je sais pas ce qui va arriver au Canada. La prochaine fois que la Banque du Canada s'exprime, c'est le 25 octobre. Donc, prochain suspense des taux d'intérêt, c'est le 25 octobre. Il reste du temps, c'est dans plus d'un mois. Mais si tu m'avais posé la question, mettons, en fin de semaine passée, avant les chiffres sur l'inflation, puis avant la Fed d'aujourd'hui, je t'aurais dit, il y a 10 % des chances, à peine 10 % des chances que les taux augmentent une autre fois d'ici Noël, d'ici la fin 2023. Là, avec l'inflation qui est remontée à 4 % au Canada, avec la Fed qui dit, ouais, là, on les augmente pas aujourd'hui, mais on risque de réaugmenter un autre petit 25 % d'ici, un autre petit quart de point là, d'ici la fin de l'année. Là, mon feeling, je te dirais, ouais, là, on est peut-être rendu à 25-30 %, peut-être même un tiers des chances qu'on ait au Canada. Comprenons-nous, on a vécu des hausses de taux très rapides, brusques, à coup de 3/4 de point, tout ça, c'est fini. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un autre quart de point d'ici la fin de l'année, juste un petit tour de vis d'ici la fin de l'année, un dernier peut-être. Mais en même temps, on se dit toujours que c'est le dernier, puis finalement, on vient pas à bout de l'inflation. Il y a toujours un autre petit point 25 de plus là, qu'on pense être le dernier. Mais moi, je dirais, depuis le début de la semaine, les nouvelles ont fait que la probabilité qu'on ait ce quart de point de plus d'ici la fin de l'année, elle a augmenté un peu. Le Monde. On continue d'avoir des séquelles de cette déclaration explosive de Justin Trudeau en début de semaine qui a déclaré soupçonner le gouvernement de l'Inde d'être impliqué dans l'assassinat d'un leader sikh en juin dernier au pays. Et là, après des expulsions de diplomates de part et d'autre, mais voilà qu'on a un avertissement qui a été mis du côté de l'Inde aux voyageurs indiens, Mario. Tu sais comment ça se fait souvent, par exemple, le gouvernement canadien va mettre en garde si vous allez, je sais pas, au Mali, si vous allez vous promener en Syrie, ben évitez ces voyages-là. Dans certains pays, on va te nommer une région, on va dire telle région frontalière dans le sud du pays, faites attention, il y a des groupes terroristes qui se promènent. Donc, des fois, c'est très pointu comme conseil. Généralement, dans les autres pays du monde, quand on parle du Canada, on le vend comme un pays assez sécuritaire. Oui, bien assez sécuritaire. Puis ça peut arriver dans des pays où, là, on a donné des exemples extrêmes un tout petit peu, mais on s'en souviendra, le Canada récemment a fait une mise en garde par rapport aux gens, justement, des communautés, des minorités LGBTQ+, si vous vous rendez dans certains coins aux États-Unis. Donc, il y a un danger potentiel. Des fois, ça peut être un peu plus politique et ça semble être le cas maintenant pour le ministre indien des Affaires étrangères là, qui a déclaré aujourd'hui dans un communiqué se montrer inquiet pour les ressortissants indiens voyageant au Canada en ce moment. Puis je vais citer comment il l'a expliqué. Compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada. Il donne pas d'exemple. Il donne pas d'exemple. Parce qu'il y a des crimes haineux contre la communauté indienne au Canada. Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas ça documenté, là. Ouais, il dit, puis je vais... il parle de la multiplication des cas, là. Voilà, moi, ça me fait... Je vais continuer à le lire textuellement, Mario, parce que ça vaut de l'or. Récemment, les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les membres de la communauté indienne qui s'opposent à l'agenda anti-indien. Évitez de vous rendre dans les régions et les sites potentiels au Canada qui sont le théâtre de tels incidents.
quand même quelque chose. Hein? Donc, on voit que c'est une réaction, on se comprendra, Mario, assez politique. Merci oui, du totalement. côté de l'Inde. Ça reste, en tout cas à mon sens, assez sécuritaire ici au Canada, mais bon, réplique quand même de l'Inde qui est normale dans le contexte actuel. Mais t'as vu dans les médias en Inde, il y a même eu des manifestations devant le consulat canadien, à Bas-Trudeau, etc. C'est vraiment la réaction très vive en Inde à ce qu'a fait le Canada. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.